Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Groovy. Alors pour ça, je vais reprendre l'exemple du downloader de fichiers qu'on a déjà fait en Go et en Kotlin et je vais le transposer en Groovy. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi le tuto sur Go ou Kotlin concernant le downloader de fichiers, c'est pas un problème, on va le refaire ici. En fait, tout simplement, ce qu'on va faire, on va aller récupérer un fichier sur internet, donc une image, quoi que ce soit. Dans un premier temps, on va vérifier si le serveur en face, il accepte le téléchargement en plusieurs parties. Et s'il accepte le téléchargement en plusieurs parties, on va télécharger en parallèle ces différentes parties. Et à la fin, on va les reconstruire pour avoir notre fichier d'un seul bloc. Donc simplement, comme en Kotlin, je ne reviendrai pas sur le calcul du début et des fins de partie. On verra ça tout à l'heure, quand on y sera, je vous le dirai. Le détail du calcul, il est fait dans le premier tuto sur Go. Par contre, vous n'avez pas besoin de connaître le détail du calcul pour aller jusqu'à la fin du tuto. Vous me faites confiance là-dessus et puis vous appliquez le calcul que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous voulez le détail, il est expliqué dans la version Go du downloader de fichiers. Donc bien sûr, je vais pas vous montrer l'intégralité de ce qui est possible de faire avec Groovy, loin de là, mais voilà, ça permet de faire un petit survol du langage, tout en faisant un projet concret. Alors, déjà, qu'est-ce que Groovy ? Groovy, en fait, c'est un des multiples langages qui sera exécuté sur la JVM. D'ailleurs, c'est un langage qui produit du bytecode. Alors dans Groovy, on va pouvoir importer des bibliothèques Java. On va pouvoir importer des fonctions, des classes Java, enfin voilà. On peut importer du Java dans Groovy. Alors contrairement au Kotlin, c'est beaucoup moins interactif avec Java. C'est-à-dire qu'on va pouvoir importer du Java sans problème. Par contre, dans Java, pour faire tourner du Groovy, on va être obligé de créer une sorte de machine virtuelle, donc un interpréteur en fait qui va interpréter le code Groovy. Donc c'est plus délicat dans ce sens-là qu'avec Kotlin par exemple. Donc Groovy en fait, quelle est la différence par rapport aux autres langages comme Java, Scala, Kotlin et j'en passe et des meilleurs ? Groovy, lui, il a plus... d'ailleurs, il s'inspire pas mal de Python, mais aussi de Ruby et puis de plein d'autres langages de script comme ça qui sont relativement simples. D'ailleurs, certaines fois, ça me fait penser un petit peu à Perl parce qu'il y a un côté un petit peu foutraque quand même dans Groovy, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut comme on veut. Mais du coup, c'est assez agréable à utiliser et ça produit du bytecode. Après, je suis pas sûr que ce soit aussi efficace que du Java, parce qu'on va le voir, il y a de l'inférence de type. Quoi qu'on peut nous-mêmes définir les types. Mais voilà, donc je sais pas au niveau de l'efficacité ce que ça donne. Mais par contre, c'est très agréable, ne serait-ce que pour prototyper quelque chose. Ça reste un langage qui est plutôt marrant. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, il faut que vous ayez Java d'installer. Ça, c'est sûr. Et il faut avoir Java en 32 bits. Si vous avez un Java 64, ça ne marchera pas parce que Groovy est en 32. Donc ça va être très délicat. Donc il faut déjà avoir un Java en 32, donc un JDK d'installer. Donc au pire, si vous n'avez que des JDK en 64, vous en installez un en 32. Donc on va dans les downloads et là on s'aperçoit déjà, alors c'est un petit peu foutraque. On a Groovy 3. Donc ça c'est vraiment la grosse version qui arrivera. Donc on voit qui est créée pour tourner sur des JDK 8 et plus. Donc là c'est vraiment une grosse version. On a une 2.6 en alpha, on a une 2.5 qui est en RC2 déjà, on a la RC1. Enfin, on a beaucoup de choses de disponibles. On a vraiment plusieurs versions qui sont en parallèle. On voit que la 2.5 est en RC, il y a déjà la 2.6 en alpha. Et bien sûr la 3 qui est une branche, on va dire, un petit peu séparée pour l'instant.
Donc nous ici, on va prendre la 2.4, qui est l'équivalent d'une version, j'allais dire LTS, mais voilà, c'est la version stable du moment. Par contre, vous pouvez très bien essayer la version 3 si ça vous chante, hein. Sachant que, bon, étant donné que c'est une alpha, il pourrait y avoir des bugs. Donc votre JDK est installé, vous allez chercher le Windows Installer et puis vous faites votre installation normale. Vous n'oubliez pas, je crois qu'il n'y a pas de petits soucis particuliers, il y a juste bien cocher les cases avec l'ajout dans le pass, et puis normalement il n'y a pas de problème particulier. Donc voilà, je disais il faut un JDK 7 ou plus ici. Donc si vous avez un 8, il n'y a pas de souci. Mais il faut un minimum de 7. Et en 32, ici on ne vous le dit pas, mais c'est du 32 bits. Alors donc voilà, pour ce qui est de Groovy, ici je vais utiliser IntelliJ pour faire mon petit utilitaire. Bien sûr, j'ai ajouté le plugin Groovy. Alors maintenant, une fois que vous avez installé votre plugin Groovy, vous allez dans Project. Voilà, vous faites New Project. Alors ici, normalement, les cases seront... dès le départ, elles seront vides. Après, il reprend les derniers paramètres. Mais au départ, ce sera vide. Donc, vous allez chercher votre Groovy. Donc normalement, si le pass est bien configuré, vous allez trouver dans votre liste le Groovy qui vous intéresse. Ce champ sera vide, mais vous allez, en cliquant, vous allez le trouver dans la liste. Et pareil pour ici, vous choisissez, donc ici moi j'en ai qu'un, mais vous pourriez avoir plusieurs JDK, donc vous choisissez celui qui vous intéresse. Après, je ne sais pas si le champ est vide, si c'est pas disponible, je crois qu'avec le petit bouton à côté, on peut aller choisir où est-ce que votre Groovy a été installé. Donc vous pouvez le rentrer à la main, quoi. Pareil pour le JDK, donc ici, hein, rien de bien particulier. Ça, on s'en occupe pas, hein, donc il n'y a pas de souci. Hop, next. Donc là, voilà, j'étais dans Flutter. Donc je vais aller dans... J'avais un truc Groovy. Ouais, hop, Groovy, ok. Alors, je vais mettre ici, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Je vais appeler ça tuto. Bon, ok, tuto. Voilà. Donc j'ai donné un nom à mon projet et puis je lui ai donné le chemin. Hein, rien de bien compliqué. Là, on va créer un nouveau dossier tuto dans le dossier Groovy. Enfin bon, voilà. Hein. Finish. Oui, bah oui, je vais le créer s'il n'existe pas. Ok, ouais. Voilà. Donc, alors, si on prend l'architecture, on voit que j'ai un dossier ID et puis un tuto YML. Ça, on s'en fout. Ça va se retrouver là-dedans. Donc, eh bien, on va tout de suite créer un nouveau fichier Groovy. Donc, on a des Groovy classes. Hein, on va pouvoir faire des classes comme en Java. Et on va pouvoir faire des Groovy scripts. Alors c'est ce qui nous intéresse ici. Alors je vais l'appeler allez, je vais l'appeler downloader. On va se faire un Groovy script, voilà. Au passage, je ne vous en parlerai pas ici, mais Groovy, il a son propre shell. Donc un REPL, hein, vous pouvez l'utiliser en mode interactif comme Python. Et il a aussi, comme Python, il a son propre éditeur qui s'appelle Groovy Console et qui est en fait un petit peu comme, pour ceux qui connaissent, Idle dans Python. C'est un éditeur de texte qui est fourni directement avec Groovy. Bon, par contre, IntelliJ est bien plus pratique. Mais c'est comme Idle dans Python. Ça permet d'avoir déjà tout de suite, on va pouvoir faire du Groovy sans rien installer d'autre. Il a son propre éditeur de texte
qui est basé sur... alors je sais plus si c'est du JavaFX ou du Swing. Je crois que c'est du Swing. Donc ici on utilisera plus un éditeur plus avancé comme IntelliJ. Alors déjà je vais vous montrer juste un petit truc. En fait dans Groovy c'est comme Python, tout est objet. C'est-à-dire que si je mets ici 52, 52 c'est un objet. C'est pas un type primitif. Si je fais point dessus, eh bien j'ai accès à tout un tas de méthodes comme les objets. Alors on verra tout ça tout à l'heure. Enfin pas tout, mais on verra quelques trucs. Et on voit que j'ai plein de méthodes dessus. Donc ça c'est assez cool. Vous allez voir, on va pouvoir faire des trucs plutôt sympas avec ça. Alors, dans un premier temps, alors je vais ouvrir un navigateur. Hop là, je vais le mettre ici. Et puis, je vais aller chercher... Ah, il me met sur Bing. Ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, filtre, taille de l'image, on va en prendre des grandes, voilà, et puis on va se prendre, écoutez, je sais pas si c'est pas celle-là que j'avais déjà utilisée dans les autres, eh bien pourquoi pas, on va se prendre celle-ci. Fichier image source, merci, voilà. Alors, non c'est pas celle-ci que j'avais prise, mais c'est pas grave. On va utiliser cette URL. On va vouloir télécharger ce fichier-là. Alors bien sûr, vous téléchargez le fichier que vous voulez. Hein. Ici, c'est une image, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver, mais vous pouvez télécharger des PDF, des RAR, enfin, voilà, des archives, des films, tout ce que vous voulez. Alors déjà, on va définir une nouvelle variable qu'on va appeler URL. Alors bien sûr, ce qu'il faudrait faire, c'est demander l'URL à l'utilisateur. Ici, on va la mettre en dur, parce que ça va être plus simple, mais voilà, c'est juste pour vous faire un tour du langage. Le but n'est pas de faire quelque chose de fini. Par contre, vous pouvez très bien vous en servir de cette base pour l'améliorer si vous voulez vous faire un petit utilitaire. Donc ce que je pourrais faire, c'est ceci, URL égale, alors on va utiliser des double quotes, hop, et je vais copier ça dedans. Donc je pourrais faire ceci. Là, j'ai assigné, on le verra souvent. Moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser def. Alors, def, entre guillemets, alors def, on l'utilise aussi pour les fonctions. Donc, si vous voulez, c'est la même chose. Hein, qu'il y ait def ou pas. Simplement, def, lui, il va permettre, a priori, c'est plus... ça permet de garantir le scope. Donc c'est plus safe entre guillemets d'utiliser def. Mais vous pouvez très bien faire comme Python, faire URL et là il y aura pas de souci. Hein. Voilà. Donc ça va être notre URL de téléchargement. Alors maintenant, on va voir. Alors maintenant, je voudrais récupérer le nom du fichier. Alors le nom de mon fichier. Dans une URL comme ça, le nom de mon fichier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le dernier élément ici. Je dis élément parce qu'en effet, on a une seule string, mais on peut, si on veut, découper selon... on pourrait découper selon les slash. Et se retrouver avec différents éléments. Alors là où vous le verrez, si vous regardez les autres tutos, là où vous le verrez, où c'est un petit peu délicat, il faut tout parser. Enfin, c'est pas délicat, mais certaines fois c'est un petit peu long. Ici dans Groovy, on va voir que ça va être beaucoup plus simple. Donc on va prendre URL, qui est notre string ici, et comme je vous l'ai dit, tout est objet. Donc URL est un objet. Notre string est un objet. Donc dessus j'ai des méthodes. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais voir, j'ai une méthode. Ah, j'ai une méthode qui s'appelle split. Bah, c'est cool, ça. Donc ici, split va renvoyer un tableau de string. Donc en fait, un tableau contenant toutes les parties qu'on aura séparées. Alors, comme la plupart des méthodes split dans les autres... voilà. Dans les autres langages, eh bien, on va lui donner
le caractère qui va servir à délimiter les différentes portions. Donc ici, ça va être notre slash, hein, qu'on va couper selon les slash. Ici, il y aura un caractère vide puisqu'on a 2 slash. Donc entre les deux, il n'y a rien. Mais voilà, on aura donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et ainsi de suite. Et donc dans ce tableau, donc première partie, deuxième partie, et puis ainsi de suite. Et nous, ce qu'on veut, c'est la dernière partie. Ben, on va pouvoir chaîner les appels. Donc ceci va nous renvoyer un tableau de string. Sur ce tableau de string, on a des méthodes. Et dans ces méthodes, on en a une qui s'appelle last. Et qu'est-ce que renvoie last? Ici, comme c'est un tableau de string, elle nous renvoie une string. Ce serait un tableau d'entier, elle nous renverrait un entier. Hein. On aurait l'affichage ici est dynamique, donc il tient compte du type sur lequel on applique la méthode. Et voilà. Et là, file name sera égal à ça, en une ligne. Donc c'est là qu'on voit l'attrait de Groovy, c'est que oui, on se retrouve sur des langages un petit peu comme Python. Et donc ça permet de faire un prototypage très rapidement, quoi. Et en plus, ça compile à la fin sur du bytecode. Donc ce qui devrait avoir des performances pas trop dégueulasses. Tant que j'y suis, alors je vais le définir avant. Je vais définir quelque chose que je vais appeler max parallèle. Max part. Ouais, max part, parce que j'ai vu qu'il y avait un max parallèle. Donc voilà. Max part, et que je vais initialiser à 6. Donc ça va être le nombre maximal de parties qui vont être téléchargées en simultané, en parallèle. Pourquoi 6 je l'ai déjà expliqué, parce que certaines choses, comme certains débrideurs par exemple, limitent le nombre de téléchargements en parallèle. Donc en général 6, ça passe un petit peu partout. Mais vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Voilà, cette valeur elle est arbitraire, mais vous pouvez la changer. Moi j'ai mis 6 parce que ça me convenait à moi. Mais voilà, si vous n'avez pas de limite explicite, vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc bref, ici on va mettre 6 parties différentes. Alors ici, je vais gérer les deux cas. Ce que je n'ai pas fait dans les autres tutos, je vais gérer le cas où le serveur, il accepte les téléchargements en plusieurs parties, et le cas où le serveur ne l'accepte pas. Ce qui serait aussi possible. Et dans les autres tutos, je n'ai géré que le cas qui concerne les parties multiples. Donc on est parti. Alors, dans un premier temps, il faut que je sache si mon serveur, lui, il accepte ou pas les parties multiples. Donc je vais devoir aller me connecter sur cette adresse-là pour aller inspecter les headers du serveur, du retour, pour savoir si effectivement il accepte le multipart ou pas. Donc ici on va faire notre première connexion. Alors def, on va appeler ça connexion. Et puis pour ceci on va faire new URL. Voilà, et on voit que URL, ici, c'est hérité de Java. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une classe Java. C'est la classe URL qu'on importe et qu'on va utiliser dans Groovy. Et en plus, elle est disponible là. Hein. Je ne l'importe pas, rien. Elle est directement disponible dedans. Alors par contre, je vais peut-être appeler ça URL down parce que j'ai peur qu'après on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Voilà, URL down, c'est bon, donc URL down. Donc je vais créer un nouvel objet URL down qui va me servir à la connexion et je vais appeler ici open connection. Donc là j'ai créé une connexion sur cette URL là. Alors dans un premier temps, je vais déjà imprimer les retours que j'ai besoin. Donc je vais faire un println. Un println de connexion .get header field. Ok. Et donc qu'est-ce que je veux savoir à propos de mes headers? Eh bien, je veux connaître la valeur de accept ranges. Et tant que j'y suis,
je vais faire un print line de connexion getHeaderField de content length. Voilà. Donc je veux savoir si accept range va nous permettre de savoir si le serveur effectivement accepte le téléchargement en plusieurs parties, parce qu'il y a des serveurs qui ne l'acceptent pas, de moins en moins, mais il y a encore des serveurs qui ne l'acceptent pas. Et le content length, ça va être directement la taille de notre objet. Donc ça, on le verra aussi, on l'utilisera, c'est pour nos calculs, pour télécharger en plusieurs parties égales. Parce qu'on va le découper en plusieurs parties égales pour le téléchargement en parallèle. Après, on pourrait faire des parties de une partie de 4 octets, puis une partie de tout le reste, mais ça servirait à rien. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui est à peu près égal à télécharger en parallèle. C'est ce qu'il y a de plus logique. Donc pour ça, pour diviser la taille en plusieurs parties, eh bien, il faut connaître la taille de base. Donc on va le faire avec ça. Tiens, je vais même mettre ça. Je vais même virer def. Voilà. Pour vous montrer. Oui, alors, à la base, j'ai rien de mis. Donc ici, là, c'est pas disponible. Donc je pourrais éditer la configuration, mais je crois que si je me gourre pas, en lançant directement, voilà, il va me créer une configuration par défaut. Voilà. Et là, vous vous dites, moi je n'ai rien dit, hein, mais là vous vous dites, ouais, ça marche quand même, et il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans le code. Eh bien non, parce que println, je vous avais dit que c'était un petit peu inspiré de Ruby aussi. Println, enfin les fonctions n'ont pas forcément besoin de parenthèses. Alors moi je les mets, je préfère, mais voilà, pour les arguments il n'y a pas forcément besoin de parenthèses. Et ici, donc comme je vous l'ai dit, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Alors bien sûr j'ai pas imprimé, hein, il n'y a rien qui s'affiche, mais ça ne m'a pas généré d'erreur. On voit que def est optionnel. Donc quand je vous disais que ça s'était un petit peu inspiré de Perl aussi, voilà, c'est-à-dire qu'on a plusieurs manières de faire les choses. Donc ce qui peut être un peu déroutant, donc en général il vaut mieux éviter de faire voilà, un coup avec des parenthèses, un coup sans parenthèses. Il faut essayer de se mettre un cadre pour pouvoir pour avoir un code pas trop foutraque. Mais c'est vrai que si on bosse à plusieurs sur un code Groovy, on a vraiment intérêt à mettre des procédures en place, parce que sinon ça devient vite du grand n'importe quoi. Donc voilà, on voit le résultat. On voit que à accept range, il envoie bytes. Donc en fait, c'est ce qu'il envoie quand il accepte effectivement le max parts. Sinon, il envoie je ne sais plus quoi. Honnêtement, je sais plus ce qu'il envoie, mais il envoie pas bytes. Donc nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est si on reçoit bytes ou pas. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de tester si ceci renvoie bytes ou pas. Donc on va se faire un if. Donc les if ici sont avec des parenthèses par contre. Là c'est obligatoire. Voilà, on va faire un if avec un else. Donc on va aller tester si ceci... non, cela. Là, je vais faire un copier-coller, je ne vais pas m'embêter. Hein. Hop. Si ceci est égal à bytes. Tout simplement. Alors on va faire la partie la plus simple pour l'instant. On va faire si ça n'est pas... Alors d'ailleurs pour l'instant je vais laisser le if de côté. On y reviendra après. Voilà. Hop, non, c'est ici pour commenter. Alors je le commente et donc si ici ça n'accepte pas le téléchargement en plusieurs parties. Si on veut télécharger d'un bloc, comment ça se passe? Donc en fait on va créer un fichier. On va ouvrir une connexion, on va récupérer l'intérieur de ceci, et on va le stocker dans ce nouveau fichier. Voilà, tout simplement, c'est ça le téléchargement. C'est aller récupérer des données et les inscrire dans un fichier sur le disque.
Et ce fichier, l'idéal c'est qu'il ait ce nom-là. Donc le file name qu'on a déterminé ici. Comment on fait ça dans Groovy? Alors, on va faire new file. On va utiliser l'objet file de Java. Qu'est-ce qu'on va lui passer comme nom? Il lui faut un pass name. Donc ici, on va pas s'embêter, on va le mettre à la racine. Hein. On pourrait avoir des sous-dossiers, machin, mais ici, on va juste le mettre à la racine, donc il faut juste le nom du fichier, tout simplement. Et le nom du fichier, c'est filename. Donc là, on a créé un fichier. Alors pareil, il y a plusieurs méthodes hein, pour faire ça. Il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous montrer vraiment la méthode la plus simple. Après, vous pouvez fouiller, il y a plusieurs trucs. Hein. Mais sur ce file, alors est-ce qu'il me... Ouais, il me fera pas d'erreur. Voilà. Je vais le mettre en dessous pour l'instant. On va faire new URL, donc comme on a fait tout à l'heure. URL down. Alors ici, hein, on le stocke pas du tout dans quelque chose. Hein. Vous allez voir pourquoi. Donc je crée un nouvel objet file, parce que j'aurai pas besoin de manipuler cet objet. Je vais l'utiliser une seule fois, vous allez voir ça. New URL avec l'URL down. Et là-dessus, je vais faire OpenStream, cette fois-ci, et pas une connexion. Je vais créer un... Voilà, ça renvoie un input stream. Donc, je vais ouvrir un flux de données depuis le serveur, donc les données contenues dans ce fichier-là. Hein. Et puis, qu'est-ce que je vais vouloir récupérer? Ben, c'est pas du texte, c'est pas de machin. Voilà, c'est des bytes. On va récupérer les données sous forme de données binaires, de données brutes, et on va les stocker dans ce fichier-là. Puisque le téléchargement, c'est ni plus ni moins qu'une copie de tous les octets. C'est une copie à distance, en fait. Je vais copier les octets de ce fichier-là dans le fichier que je veux, dans le fichier inscrit sur mon disque, pour avoir une copie conforme, en fait. Et comment on fait ça? Eh bien, on va faire tout simplement comme ceci. Et ça, c'est... donc, il y a une méthode append, il y a une méthode avec je pourrais faire aussi un file bytes, je crois, égal new URL machin, pour dire que ça, les octets de ceci seront égales à ça. Enfin bref, on peut faire... On a plusieurs méthodes pour faire ça. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci. Donc cet opérateur, en fait, va envoyer ce qu'il reçoit dans l'objet file. En plus, c'est un append. C'est-à-dire que si, on le verra après avec le multiparts, mettons que ce soit un fichier texte, si je mets une première ligne, après avec le même opérateur, j'envoie dans ce même fichier une deuxième ligne, elle sera ajoutée au bout. Elle ne remplacera pas, ça ne fait pas un overriding, ça simplement ajoute, ça fait un append, ça ajoute à ce fichier. Voilà. Et donc là, si je fais ça, alors faut le temps que ça build, hein, voilà. Voilà. Donc j'ai bien mon fichier, Doctor Who, machin. Et si je vais explorer... Alors où est-ce qu'il est, bon sang de bon sort, je la cherche toujours cette fonction. Voilà, Show in Explorer. Donc je vais dans mon dossier SRC et j'ai bien mon image. Alors ouais, le bas est foutu, mais c'était ce qu'il y avait sur l'image de base. Hein. Vous voyez, si on prend l'image de base, on voit aussi que le bas est foutu. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt simple de faire un téléchargement direct dans Groovy. Donc je vais décommenter mon histoire ici, je vais remonter ceci à cet endroit-là, ok. Donc voilà, si ici il n'accepte pas les ranges, eh bien on va tout simplement, on va télécharger le fichier d'un seul bloc, comme on l'a fait ici. Alors, maintenant il me faudrait, on a dit qu'on va utiliser ça, donc là je vais l'utiliser, puisque en fait, voilà, il n'y a pas de raison de l'utiliser... le content lens là, dans ce cas-là, on s'en fiche complètement, donc on va pas le demander ici, on le demandera ici.
Alors ici, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle connexion qui sera différente. Non, ça je vais me le laisser pour l'instant. Qui sera différente de celle-ci. Alors, ce que je vais faire ici, ben, je vais récupérer def. Alors, je vais appeler ça clens pour avoir le content length de mon fichier. Et ben, je vais faire un copier-coller de ça, hein, du coup. Hop, copier, hop, coller. Voilà, donc là, je vais récupérer le content length. Alors, le content length, alors on voit que le type sera défini par le compilateur, mais ce sera un type string. En fait, tout ce qu'on reçoit, même si c'est voilà, même si c'est des données numériques, tous les types c'est toutes des chaînes de caractères. Ça, c'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères. Donc, il va falloir que je le transforme en entier. Hop, on a une méthode qui s'appelle toInteger. Et hop, ça y est, maintenant, clens, c'est un entier. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, et c'est là que vous pouvez aller voir la vidéo faite sur le downloader de fichiers en Go. Ensuite, je vais calculer l'offset. Alors, l'offset, c'est plus ou moins la taille de chaque morceau. Voilà. Ça va être ce qui va faire le décalage dans mon calcul après sur le start et le end de chaque partie. Donc, ça va être, oui, voilà, la taille, en gros, la taille de chaque partie. Ce qu'on veut, c'est que chaque partie soit égale. Par contre, en divisant ça en 6, puis même si je change, par exemple en 7, ou voilà, on n'aura pas forcément un nombre entier. Donc moi, je voudrais une division entière quand même. Et on n'a pas besoin que ce soit à l'octet près les mêmes parties. Il faut que ce soit à peu près égal. Pas qu'on ait des écarts comme 4 et 12 000, par exemple. Mais si on a un écart d'une dizaine d'octets, c'est pas un gros problème. Donc je vais définir mon offset. Alors offset qui sera égal à... Alors on va réutiliser une fonction Java. On va utiliser massRound. Et dans massRound, on va lui passer. Donc en fait, massRound va arrondir, soit au supérieur, soit à l'inférieur selon le cas. Et il va arrondir quoi? Eh bien, il va arrondir clens, qu'on va diviser, donc la longueur totale divisée par le maxpart. Voilà, tout simplement. C'est vraiment tout bête. Donc ici, je vais avoir la taille de chaque partie. Sachant que la dernière sera peut-être plus petite ou peut-être plus grande, puisque ici, on a fait un arrondi. Mais pour nous, c'est pas très grave, puisque vous allez le voir, la dernière partie, en fait, on ira de tel point de départ jusqu'à la fin du fichier. Donc après, voilà, quelle que soit la taille, on ira jusqu'à content length. Donc là, ce sera pas un problème. Donc ce qu'on va faire ici, par contre, maintenant, on va aborder le téléchargement en parallèle. C'est là qu'on va faire le téléchargement et c'est là qu'on va traiter nos trucs en parallèle. Alors pour ça, on va utiliser une librairie. Donc qui était une librairie avant qu'il fallait télécharger. C'était une librairie Groovy qui existait à part. Pas que Groovy d'ailleurs, enfin une librairie Java qui existait à part et qui est maintenant fournie dans Groovy, donc au moins depuis la 2.4, puisque ici j'utilise une 2.4. Hein. Donc ici on va aller chercher dans Groovix. Point. On va utiliser gparse. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire du traitement en parallèle. Et on va utiliser gparspool. On a besoin juste de ça. Alors il y a plein d'autres choses. Hein, c'est une grosse librairie gparse. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles avec. Si ça vous intéresse, allez voir. Puisque c'est aussi utilisable dans Java, donc dans Kotlin aussi, du coup, par le fait. Mais voilà, ici on va utiliser que une fonction de base, on va dire, la gparspool. Alors, comment va se comporter gparspool? Alors, on va voir ça, gparspool. Ici, on va utiliser la méthode qui s'appelle withPool. withPool, en fait, là on le voit pas bien, c'est une méthode, hein, donc ça pourrait s'inscrire comme ça,
comme ça pourrait s'inscrire comme ça, on peut y rajouter un argument. Voilà. Donc dans cet argument, on va y mettre en fait le nombre de... Voilà, on voit le nombre de threads disponibles. Donc c'est basé sur les threads, hein. Ben, comme les coroutines dans Kotlin, la librairie de coroutines, dont j'ai parlé dans un tuto, en fait, c'est quelque chose qui vient au-dessus des threads. Mais au final, ça n'apporte rien de nouveau, c'est les threads de Java. Mais c'est une manière différente de les utiliser. C'est une sorte de framework, si on veut. Donc ici, moi, je mets des parenthèses, je préfère, mais après, vous n'êtes pas obligé. Et donc, on va lui donner en fait, on va lui donner le nombre maximal de threads qu'on veut utiliser en même temps. Donc ici, le nombre maximal, eh ben, ça tombe bien, ça va être maxpart. C'est celui qu'on a défini ici. On peut en mettre moins, on peut en mettre plus. Hein. On définit un maximum et on peut ne pas en mettre. Auquel cas, c'est lui qui se débrouille tout seul. La limite n'est pas obligatoire. Moi ici, je vais le limiter parce qu'on a dit qu'on voulait en faire 6 maximum pour éviter des problèmes avec le serveur qui pourrait nous rejeter. Donc ça sert à rien. Donc voilà, ici on va créer ça. Donc en fait, on va créer un pool de threads et on a dit qu'on va en faire 6. Enfin, défini par maxpart. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire des ranges dans Groovy. Alors pour ceci, on va faire par exemple 0 à 10. Si on fait ça, 0, 2.10, on a un range qui va de 0 à 10. Donc on pourrait s'en servir dans une boucle for. Mais si, alors là il faut des parenthèses. Hein. Si on a 2 points, on ne peut pas remettre un point derrière parce que le point sera sur le 10. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait, ici, comme je vous rappelle, tout est objet. 6, c'est un objet. Si j'appuie, j'ai des méthodes dessus. Et donc là, c'est pareil. Si je mets un point après 10, on va aller chercher des méthodes sur 10 et pas sur le range ici. Par contre, le range, lui, a ses méthodes. Donc, on va l'englober entre des parenthèses pour bien dire qu'on veut appliquer une méthode sur l'ensemble de ce qu'il y a dans ces parenthèses. Donc, le range. Ici, voilà. Et ici, par exemple, j'ai each. Alors each, qu'est-ce que ça va nous faire un peu comme une boucle for. On va itérer là-dessus sur tous les éléments de ce range. Ça pourrait marcher avec un tableau aussi, voilà. Donc on va faire une itération là-dessus. Et là-dedans, on va mettre le traitement de cette itération. Donc ça, c'est un each classique. Ici, on va faire autre chose. On va faire, alors, hop, on va faire each parallèle. Donc ça va être la même chose, par contre c'est quelque chose qui existe grâce à gparse, c'est pas du Groovy là, c'est grâce à cette bibliothèque gparse. Donc en fait ça va nous permettre, c'est un each, c'est-à-dire qu'on va itérer là-dessus, et à chaque fois on va faire un traitement, mais comme son nom l'indique, on va faire ça en parallèle. Qu'un traitement, on fait, quand on fait une itération normale avec un each classique, on va faire, hop, traitement de 0, puis traitement de 1, puis traitement de 2, et ainsi de suite. Que là, on va prendre les traitements tous en même temps. Alors, je vous ai mis 10, mais ici, on veut pas 10, on veut quoi? Ben, on veut 6, hein, maxi. Parce qu'on veut faire 6 traitements ensemble. Alors, ça va de 0. Si on part de 0, ça prend aussi, ici, par exemple, ça va de 0 à 10. Donc, ça va faire 11 traitements en parallèle. On est bien d'accord. Donc, si ici, je mets maxpart, ça ira de 0 à 6 et on va faire 7 traitements en parallèle. Donc ça va pas, nous on ne veut que 6. Donc alors soit on part de 1, moi ici mon calcul je l'ai fait de 0. Vous allez voir ça a une importance. Donc soit je pourrais partir de 1, soit je peux aller jusqu'à maxpart moins 1. J'irai de 0 à 5, ce qui me fait bien 6 éléments. Je préfère cette formule-là parce que ça correspond à mes calculs. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors vous allez me dire, tiens, bah ici, par exemple, si je veux récupérer l'élément qui est là-dedans, hein, 0, 1, 2, 3, 4, comment je fais? Parce que là, si je fais un traitement, ça va marcher. Mais j'ai besoin de pouvoir récupérer ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va ajouter une variable ici. Alors moi, je vais l'appeler index. Hein, ouais, je vais l'appeler index, mais en fait, ce serait plus l'élément. Mais bref. Voilà. Et on va faire une petite flèche avec
un tiret et un plus grand que. Voilà. Et donc maintenant, en fait, on va récupérer ce qui est ici. On va récupérer donc cet index et on va pouvoir y avoir accès maintenant ici. Donc si je fais un println de index, hop, voilà. Donc si je fais un println, il me les imprime tous. Et d'ailleurs au passage, donc on voit qu'à chaque fois il a récupéré l'élément. Et par contre on voit donc 0, 1, jusque là tout va bien, 4, 3, 2, on voit que ce n'est pas dans l'ordre. Donc les traitements en fait ont été faits en parallèle et ils arrivent dès qu'ils sont finis. Donc si je relance, normalement je devrais, voilà, j'ai un autre ordre. 0, 2, là où on avait 0, 1, j'ai 0, 2. Donc en fait on voit bien que le traitement se fait en parallèle. Alors maintenant qu'on a vu que notre traitement en parallèle, il fonctionne, on va pouvoir récupérer les différentes parties de notre fichier. Donc ici, il sera découpé en 6 parties. Techniquement, en fait, ce qu'on va faire, on va découper notre fichier en 6 parties pour les télécharger simultanément. Enfin, 6 parties ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus ou moins. Donc pour ça, à chaque fois, on va faire un petit peu comme ici, sauf que on va rajouter des entêtes dans le fichier pour demander juste une partie, à télécharger juste une partie de ce fichier. Et cette partie, en fait, il lui faut un début et une fin. Il faut pouvoir spécifier le début et la fin. Donc c'est à partir d'ici que je vous renvoie vers le tuto en Go, où j'ai détaillé un petit peu plus le mode de calcul. Là, je vais vous le livrer comme ça, pour le point de départ de la partie en cours, en fait. Alors, on va appeler ça, je vais appeler ça start byte. Donc, en fait, l'octet de départ, il sera égal à... Alors, si on est à l'index 0, l'index 0, en fait, c'est la première partie. On va vouloir prendre la première partie du fichier. Donc là, si c'est l'index 0, on commencera à 0. On commencera au début du fichier. Et on ira en fait jusqu'à offset. Et après, on ira de offset plus 1 jusqu'à 2 fois offset en fait. Et ainsi de suite. Donc c'est pas super compliqué hein, comme calcul. Donc ici, il faudrait que je pourrais mettre une structure if. Mais on a l'opérateur ternaire. Donc on va s'en servir. On va dire que si index est égal à 0, alors le bit de départ sera 0. Hein. Donc si notre index ici, je vous rappelle que la valeur index, c'est en fait chaque élément contenu dans ce range. Donc, si c'est l'index 0, c'est le premier élément, donc on commencera à 0. Et sinon, ce sera index fois offset, auquel on va ajouter 1. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la syntaxe du ternaire, qui est hyper pratique en fait, c'est comme un if-else. Donc on a une condition, ici index qui est égal à 0. Si cette condition est respectée, alors la valeur ce sera 0. Et si cette condition est fausse, alors la valeur sera celle-ci. Donc le 2 points ici, c'est un petit peu comme le else. Voilà, rien de bien compliqué. Alors bien sûr, vous pouvez mettre ici, j'en ai pas mis, parce que c'est un traitement simple, mais vous pouvez mettre ici des parenthèses. Ce qui fait que vous pouvez ajouter des et, des ou, comme dans une structure conditionnelle classique. Donc voilà, si je suis à l'index 0, c'est mon premier élément, donc ce sera égal à 0. Si après
je suis donc on ira de 0 à offset. Si après je passe à l'index 1, eh bien cette fois-ci je commencerai à une fois l'offset, puisqu'on a terminé à offset, donc on va commencer à offset, mais offset plus 1. Donc une fois offset, qui donnera offset plus 1. Et je terminerai à 2 fois offset. Et après c'est pareil, index 2, donc je commencerai à 2 fois offset plus 1, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Bien souvent, c'est simple, mais c'est moi qui explique pas forcément très bien. Alors, comme on a fait le start, on va définir le end byte. Alors, on va partir sur le même principe. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la fin, donc si mon index est 0, il faudra que je termine à offset. Si mon index est 1, je terminerai à 2 fois offset. Donc il faut que je multiplie offset, en fait, donc là je vais multiplier, voilà, offset par index plus 1. Hein, on est d'accord, si je commence ici à l'index 0, je commencerai au byte 0 et j'irai jusqu'à offset. Donc 0 plus 1, 1, fois offset, offset. Et après je commencerai à offset plus 1, donc il faudra que je termine à 2 fois offset. Donc index 1 plus 1, ça fait 2, fois offset. Donc on a bien ça. Pareil, donc ça c'est très bien, mais il faut se rappeler qu'on a arrondi notre calcul. Donc l'offset, il sera, soit il est trop grand, et auquel cas ce n'est pas un problème. Si on dépasse, si le dernier morceau, on demande plus que la taille, ça ne posera pas de problème. Lui, il renverra tout ce qu'il a. Si votre taille, par exemple, c'est 2 mégas 8 et que vous demandez 2 mégas 9, vous demandez même 10 mégas, c'est pas un problème. Lui, il vous donnera que ce qu'il a et puis c'est tout. Mais par contre, si du coup, en arrondissant et en faisant 6 fois offset, on se retrouve avec quelque chose de plus petit que la longueur du fichier, ben, le fichier sera corrompu, il en manquera un bout. Donc ce qu'il faut pouvoir faire, c'est qu'au dernier tour, au dernier morceau, on va pas lui demander d'aller jusqu'à index plus 1 fois offset, on va lui demander d'aller jusqu'à la fin du fichier. Et la fin du fichier, ben, on sait où elle est, puisque on a ici clence, qui est la longueur du fichier. C'est pour ça qu'on l'a demandé. Entre autres, puisque aussi on s'en sert pour le calcul de offset. Donc, eh bien, on va se refaire un opérateur ternaire. Donc, ce coup-ci, on va dire que si index est égal, donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'au dernier morceau, on veut aller jusqu'à clence au lieu d'aller jusqu'à ce calcul-là. Donc, le dernier morceau, en fait, ce sera l'index maxpart moins 1. Donc, si index est égal à maxparts moins 1, eh bien, on lui donnera... pourquoi il me met une erreur en bas? Oh, c'est pas un problème. Eh bien, on ira jusqu'à clence. Et sinon, eh bien, on mettra index plus 1 fois offset. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas bien saisi le calcul, c'est pas très grave. Hein. L'important, c'est voilà, c'est de savoir que ce calcul-là, il marche. Et donc, du coup, comme ça, à chaque tour de boucle, en fait, on définira un point de départ et un point d'arrêt pour la partie qu'on veut récupérer, en fait. Donc après, comment on va faire ça? Alors, on va définir une nouvelle connexion. Alors ici, je vais l'appeler def. Je vais l'appeler juste con, parce que ici, on a mis connexion. Donc, connexion, en fait, on va faire la même chose qu'ici. D'ailleurs, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Donc, on va créer un nouvel objet URL sur lequel on va ouvrir notre connexion. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette connexion? Eh bien, on va rajouter juste un header. Alors, c'est là où je trouve que c'est un petit peu moins intuitif. Il faut savoir que les headers, c'est request property. Alors,
Ouais, c'est logique, mais d'habitude on met cette header, on parle souvent de header, comme ici. On a le get header, en plus on s'attend, comme on a un get header, on s'attendrait à avoir un set header field. Non, ici c'est connection et puis voilà, set request property. Alors on a get request property aussi, hein. Mais voilà, set request property. Et on voit que, eh bien, c'est un ensemble clé-valeur, et à chaque fois, c'est des strings. Donc, cette request property, la request, c'est, donc ici, la propriété, c'est range. Et alors, en gros, ça va être ceci, c'est bytes, égale, valeur de départ, arrivée. Voilà. Donc par exemple, on aura ceci, byte 0 et puis 1560 par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir mettre nos adresses de début et de fin. Alors, comme Groovy se veut un langage simple et puis inspiré de Python et d'autres choses comme le JavaScript ou Ruby, eh bien il dispose de l'interpolation de string. Donc ici, on va pouvoir insérer directement les valeurs des variables. Donc on va faire un $, start byte, et après le tiret, parce qu'on avait mis 0-1560, donc il faut garder le tiret, que je vais laisser ici, si j'y arrive, hop, et pareil, je vais mettre un $, and, ouais c'est n byte, hein. Voilà, n byte. Donc là, ça va parce que c'est des variables simples. Maintenant, si je voulais insérer un calcul, par exemple n byte plus 4, hein, hop, eh bien, j'ai juste à mettre des accolades. Je fais $accolade, et dans ces accolades, je peux après mettre, je peux remettre du Groovy. J'aurais très bien pu mettre, par exemple, ceci. Ben non, n byte, en fait, j'aurais pu mettre tout ça dedans. Et ça fonctionnerait très bien. Là, j'ai préféré déplier le calcul parce qu'après, ça vous fait des lignes qui sont très longues. Pour la maintenance du code, c'est catastrophique. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre un opérateur ternaire là-dedans. Il n'y a pas de souci. Simplement, il faut le mettre entre accolades. Et si on ne met pas les accolades, on peut, dans le cas d'une variable simple, on peut juste mettre le $ devant. Et donc lui, il va créer une chaîne de caractères. Donc ici, en commençant, ce sera bytes égale 0, et puis la valeur de offset. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini notre request property, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à peu près la même chose qu'en bas. Donc on va faire un new file. Alors ici, je vais appeler ça partial. Je vais mettre l'index et je vais mettre un point part. On se fout un petit peu de l'extension puisque de toute façon on va voilà, c'est juste un fichier temporaire en fait qui va servir à stocker les octets qu'on va récupérer. On va stocker les données brutes dans ce fichier. Donc, alors ici on voit justement que index, si je mets point part, ça va pas fonctionner parce que il va considérer ça comme si j'appelais une méthode sur index. Donc là par contre, je vais utiliser, malgré que ce soit une variable simple, je vais utiliser les accolades. Et là, on voit que c'est redevenu vert, donc c'est bien considéré comme du texte. Sinon, il l'aurait considéré, vous voyez ici, n byte. Donc n byte, normalement, si je me gourre pas, oui, ça va être un entier. Donc, je pourrais très bien appeler des méthodes dessus. Et comme par hasard, ici, ça, voilà. Oui, par exemple, la méthode toString. Ou toBig, toDouble, voilà. Donc je pourrais appeler des méthodes dessus et là ça fonctionnerait.
parce que ça reste attaché c'est attaché directement à ça. On appelle une méthode sur cette variable. Donc du coup, pour éviter ce mécanisme-là, on va tout simplement faire comme je vous ai montré tout à l'heure pour les insérer du code Groovy dedans. On va simplement mettre une accolade pour bien séparer, pour bien dire, bah voilà, je veux... Donc cette partie-là, c'est une interpolation, et le reste, c'est une string. C'est pas une méthode. Faut pas aller chercher une méthode part sur index. Donc du coup, on va se retrouver avec 6 fichiers qui vont s'appeler partial 0.part, partial 1.part et ainsi de suite jusqu'à 5. Et dans ces fichiers, on va y mettre le résultat de notre connexion. Alors ce coup-ci, on va faire un input stream. On va ouvrir un flux et puis verser tout ça dans le fichier. Alors input stream .bytes. Voilà. Donc là, je vais ouvrir un stream et je vais verser tout ça dans notre fichier. Alors la syntaxe est différente parce qu'ici on a ouvert une connexion et ici on a ouvert directement un stream. Vous voyez ici, on a ouvert une connexion. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Oui, voilà. Non, voilà. Donc, on a ouvert une première connexion. On a seté les request properties, donc les headers. Et après, on va récupérer un input stream. Mais ici, ce qui compte, c'est open. Donc là, on a été obligé d'ouvrir une connexion pour pouvoir setter ça. Que ici, on n'avait rien. On n'avait pas c'est dans le cas où ça ne supporte pas le découpage des fichiers. Donc, on n'a pas à envoyer de propriété range puisqu'il ne la supporte pas. Donc, on récupère directement avec un seul thread. On récupère directement le fichier. Pour que notre utilitaire de téléchargement fonctionne quand même et qu'on ne soit pas bloqué tout simplement parce que le serveur ne supporte pas les ranges. Ici, nous, ce qu'on veut, la finalité, c'est télécharger notre fichier. Donc, s'il ne supporte pas les ranges, on le télécharge de manière classique, on récupère tout. Donc là, on ouvre directement un stream. Donc là, en fait, ce qu'on fait, on va ouvrir directement un stream, alors que ici, on va être obligé d'ouvrir une connexion. Donc en gros, un objet spécial, et après, voilà, donc on va le setter et tout ça. Et après, sur cette connexion qui est ouverte, on va récupérer le stream. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu... Si j'avais pas cette ligne-là, ça, c'est un petit peu la concaténation de ça et ça. Sauf qu'ici, on ouvre le stream directement. Et là, comme on a ouvert une connexion déjà, on va pas pouvoir rouvrir une autre connexion à partir de cet objet URL. Donc on ouvre la connexion, on lui donne tous les paramètres qu'on a besoin de lui donner, et après, sur cette connexion, on récupère le stream. Et ici, en fait, voilà. Ici, ça ouvre la connexion et ça récupère le stream directement. Ici, c'est un raccourci, c'est un peu une concaténation de ces deux choses-là. Voilà. Donc bref, on va avoir tous nos fichiers. Là, on va pouvoir récupérer, donc du coup, nos différentes parties. Alors, comme en général, ça se passe très vite et on ne voit pas ce qui se passe ici, je vais déjà lancer ça. Donc on va lancer ça. Voilà. Normalement, on devrait voir nos fichiers apparaître ici. Voilà. Donc j'ai mes partials de 0 à 5. Donc là, ça a bien fonctionné. Bien, maintenant qu'on a ça, ce qu'il faut, c'est reprendre toutes nos parties et les transformer en un seul fichier. Ici, on a récupéré un seul fichier. Mais là, on récupère 6 parties. Donc maintenant, il faut les recoller. Alors en fait, les recoller, c'est tout simple. On va utiliser le même principe. On va itérer sur toutes ces parties. Et on va prendre on va prendre le contenu. Et puis on va prendre le contenu de 0, on va le coller dans un nouveau fichier qu'on aura créé. Donc ce sera notre fichier final, qui aura ce nom-là d'ailleurs. Donc on va le créer, dedans on va verser ça, puis au bout on va verser ça, puis au bout on va verser ça, et ainsi de suite. Donc là, comme on va accéder
à un seul et même fichier, on va pas faire le traitement en parallèle, on va faire un traitement classique, on va faire une boucle classique sur laquelle, donc on va itérer on va prendre chacun des éléments et on va verser ça dans notre fichier. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler des coroutines ou des threads ou des choses comme ça, vous seriez tenté de chercher à savoir comment on fait pour attendre la fin du traitement. Bien souvent, on a des méthodes comme les méthodes join, par exemple. On est obligé, les coroutines, en fait, elles tournent en parallèle du programme principal. Donc on est obligé à un moment d'attendre qu'elles aient fini pour faire le reste. On ne va pas verser le contenu de tous ces fichiers dans un nouveau, tant que tous ces fichiers ne sont pas complets et ne sont pas téléchargés. D'ailleurs, certaines fois, ils seront pas, le téléchargement n'aura pas du tout commencé. Donc on est obligé de bloquer le thread principal pour attendre que ces trucs en parallèle soient finis. Alors avec gparse, enfin tout du moins avec le gparse pool, il n'y a pas besoin. Donc en fait le gparse pool, lui, il gère tout ça. Le gparse pool, donc on va lui donner des traitements à faire. Donc ici voilà, on a un traitement en parallèle. Donc les fichiers vont bien se télécharger en même temps. Ils vont se télécharger en parallèle. Les ressources vont se dispatcher de manière à pouvoir optimiser ça et télécharger ça en parallèle. Mais il ne rendra la main au thread principal, au programme principal. Il ne lui rendra la main que quand le job sera fini. Donc on n'a pas besoin d'expliciter la chose, on n'a pas besoin de dire ben voilà, attends que ça soit fini avec une méthode join ou je ne sais quoi. En fait, il va le faire tout seul. Donc du coup c'est très pratique parce que voilà, on lui donne un traitement, lui tout ce qu'il y a là-dedans, il va le faire en parallèle, mais ça va être considéré comme une méthode normale, c'est-à-dire que il passera au reste du programme une fois que cette tâche-là, cette méthode sera exécutée, que cette tâche-là sera finie. Donc là, du coup, contrairement aux coroutines, donc du coup, le système est un poil différent, puisque on va englober ces coroutines finalement dans une fonction. C'est comme si on avait un petit peu un système async await automatique. Donc du coup, ben c'est vachement pratique. Ça reste un petit peu dans l'esprit de Groovy, quoi. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Donc là, on a juste à lui dire, ben voilà, j'aimerais que ces traitements-là soient faits en parallèle. Lui, donc, il va s'occuper de gérer les threads, de gérer tout ce qu'il faut pour maximiser le traitement. Et puis, quand c'est fini, pendant ce temps-là, il bloque le traitement principal, et quand c'est fini, il lui redonne la main. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, plus grand-chose. D'ailleurs, pourquoi je le mets là, non ? Non, puisque s'il y a ça... Oui, voilà, faut que je le mette dans la structure if. Ouais, bah oui, c'est mieux. Alors déjà, on va créer on va reprendre ça, en fait. On va faire un copier-coller. Hop là. On va définir file. Ce coup-ci, cet objet-là, on va le stocker dans file, parce qu'on va en avoir besoin à 6 reprises. Puisqu'on va prendre toutes ces parties-là et on va les verser dedans. Que ici, on a un flux unique qui va être versé là-dedans. Donc il n'y a pas de souci. On peut le faire directement. Et ici, on va être obligé de l'appeler plusieurs fois. Donc pour l'appeler, il faut pouvoir le stocker quelque part. Donc on va le stocker dans une variable. Donc on fait exactement la même chose qu'ici, hein. Ça va être notre fichier final. Donc ça va être ici Doctor Who, Inspiring Netflix, machin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boucle for. Alors for, non, on va pas faire une boucle for. Je vous dis des bêtises. On va se refaire plus simple. On va faire 0 à max parts moins 1. Donc en fait, on va reprendre ça, hein, comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, au lieu de faire each parallèle, on va utiliser la méthode each, tout court. Donc ça fonctionne exactement pareil. Each parallèle, en fait, c'est une méthode qui est issue de ceci.
enfin de ceci surtout. C'est pas une méthode Groovy, pure Groovy. Donc c'est de ce package, même si ce package vient avec Groovy. À la base, c'était un truc externe qui a été regreffé dedans. Par contre, voilà, sur n'importe quel range, on peut faire cette chose-là. On peut même le faire sur des entiers aussi. Par contre, je sais plus si ça commence à 0 ou à 1. Mais on peut avoir un entier et faire un hitch dessus, puisque tout est objet. Ouais, mais là, on va pas se casser la tête. Voilà, je vais faire du... avec un range. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire notre fameux index. Voilà. Parce qu'on va avoir besoin de ceci. Alors ici, on serait tenté de prendre ce fichier-là et de verser le contenu de ça. Alors, ça marcherait, hein. À chaque fois, on verse le contenu du partial machin. Sauf que moi, ce que je veux, c'est pouvoir accéder à ça parce que je veux le supprimer, parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire def temp hein, pour temporaire. Ici, donc temp, ce sera égal à un nouvel objet file. Alors, l'objet file, en fait, on va pas s'embêter, on va prendre celui-ci. Hein. Voilà. Pareil. Donc, ce sera def temp. Ce sera en fait le dossier partial plus index. Donc, en fait, on reprend cette syntaxe-là, hein, puisqu'on aura les mêmes index. Donc, on va itérer là-dessus, ce coup-ci de manière classique. Donc, on va commencer à 0 pour aller jusqu'à 5, et les uns derrière les autres. Alors, normalement, pour ajouter, on aurait fait comme ça. Temp, non pas temp. Voilà, file. .append et append on voit qu'on peut lui passer plein de trucs. Append bytes. Donc ici on va prendre le fichier temp, on va récupérer les bytes et puis on va les coller dans ce fichier. En fait on va coller les octets, on va les ajouter à chaque fois. Et donc pourquoi j'ai stocké ceci dans une variable, c'est après pour pouvoir faire ceci, je fais temp.delete. Et donc on voit que on a pu voir que delete renvoyait un booléen. Hein, on peut, c'est optionnel. Hein, c'est simplement pour voilà, pour vérifier si le job a été fait ou pas. Une fois que le truc est enlevé, il envoie true quoi. Voilà. Enfin, s'il a réussi à l'enlever, tout bêtement. Mais là ici on s'en fout. Donc voilà, à chaque fois on va itérer là-dessus, on va récupérer le fichier, on va prendre son contenu, on va l'injecter dans le fichier final, et après, on va le dégager, parce qu'on n'en aura plus besoin. Et on va faire ça pour tous. Et à la fin, on aura l'intégralité de ce qu'on avait récupéré dans un seul fichier. On va lancer ça. Voilà, donc là on voit que mes fichiers ont disparu, donc ils ont été retéléchargés, et on voit que j'ai ceci. Donc voilà, notre fichier a été téléchargé. Et on voit que ça a fonctionné correctement. Alors, grâce à la magie du montage, ça a fonctionné tout de suite. Mais en fait, je dois vous avouer que j'ai eu un souci. J'ai gardé pourtant le même code et maintenant ça fonctionne. Donc il se peut certaines fois qu'il y ait un problème de téléchargement, mais c'est dû uniquement au serveur, quoi. Là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Alors, c'est pour ça que je vous avais montré tout à l'heure l'histoire des parties qui sont téléchargées, parce qu'on voit, on a beau regarder ici, c'est tellement rapide qu'il ne l'affiche pas, quoi. Voilà. Donc, il n'a pas le temps ici enfin, pour ce qui concerne l'IDE, il n'a pas le temps de rafraîchir que les fichiers temporaires ont déjà disparu. Et là, ça fonctionne. Alors, normalement, si je vous dis pas une bêtise de plus, normalement, on devrait pouvoir utiliser cette syntaxe-là aussi. Alors, si je fais... voilà. Normalement, ceci devrait être équivalent à un append. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà. Voilà, ouais, ça fonctionne.
si je vire, hop, je vais dans SRC, je vais prendre mon image, voilà, elle a dégagé, hop, je relance. J'ouvre mon Doctor Who et ça fonctionne. Bon, donc on voit bien que cette syntaxe-là aussi permet de faire un append. Donc, comme je vous l'ai dit, ou pas, je ne sais plus en fait, on va ajouter à chaque fois à ce fichier et non pas réécrire par-dessus. Mais on a vu, il y a une méthode append aussi. Hein. Après, donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières de faire la même chose, un petit peu comme en Perl. Et donc après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Si vous êtes amené à avoir un code Groovy et que vous avez l'habitude d'utiliser append, et ben vous sachez que ceci c'est l'équivalent d'un append et donc si vous le trouvez dans un autre code, et ben vous saurez comment ça fonctionne, quoi. Vous saurez que ça n'overwrite pas, ça ajoute à chaque fois à ce qui existe déjà dans le fichier. Donc voilà, comme d'habitude, les explications étaient un peu longues, mais en fait on voit que voilà, on est sur allez, en aérant un petit peu, mais pas trop, on a 32 lignes. On est sur une trentaine de lignes pour faire ça. Et on peut, par exemple, celles-ci sont complètement... D'ailleurs, elles ne nous servent plus à rien ici. Hein. C'était des lignes de démonstration. Et si on veut, on peut vraiment recompacter encore. Comme je vous ai dit, ici, on pourrait directement intégrer ça. Enfin voilà, on peut avoir un code encore plus compact. Mais ça fait déjà quand même pas grand-chose en termes de code pour ce que ça fait, quoi. Donc ben voilà pour cette petite présentation de Groovy. Alors voilà, bien sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. C'est juste une petite présentation du langage. Puis donc je trouvais ça plutôt sympa pour faire un survol du truc, hein, parce que je vous ai pas montré comment fonctionnent les classes, tout ça. C'était juste pour avoir une première approche du langage, pour faire une petite démonstration. Donc du coup, je trouvais ça plutôt sympa, une petite démonstration comme ça, fonctionnelle, de faire un petit quelque chose qui fonctionne. Et puis d'autant plus que ce code-là, en plus, on l'a déjà vu dans d'autres langages. Donc ça vous permet de voir un petit peu les différences. Mais je pense que je ferai ça aussi sur d'autres langages, à la manière un petit peu finalement du code clinique qu'il y avait disponible chez Lynda, où en fait on avait les mêmes problématiques à résoudre avec des langages différents. Il y en a eu sur un peu tous les langages. Il y a eu du C#, du C, du JavaScript, et c'était des cas concrets comme celui-ci qui étaient déclinés dans tous les langages pour voir comment on fait. Donc du coup c'est assez pratique, puisque quand on est habitué à un langage, et ben on peut déjà regarder la mécanique dans un langage qu'on connaît, et après regarder comment elle est appliquée dans un langage qu'on ne connaît pas. Donc je trouvais ça plutôt sympathique, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait modestement avec ce tout petit truc. Donc bien voilà pour ce petit survol de Groovy. J'espère que ça vous a donné envie de voir un petit peu plus ce langage. Donc comme je vous dis, je sais pas s'il y a beaucoup de... j'avais vu une conférence, je sais plus quelle boîte utiliser, je sais pas si c'est pas Open Food Fact, mais je suis plus sûr, qui utilisait du Groovy pour leur code. Mais bon, je sais pas si beaucoup de personnes l'utilisent, hein. Je sais que c'est principalement Java et puis Kotlin aussi qui gagne en popularité. Mais du coup, je trouve ça très sympa comme langage.
Et en plus, ça permet de faire, vous voyez, ici on n'a pas, on pourrait faire des classes et tout, mais ici on a juste fait fait du scripting en fait. Hein. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir un langage de script qui bénéficie par le fait de tout l'écosystème de Java, puisque on peut importer, on utilise directement du Java dedans, donc on pourra très bien aussi utiliser des bibliothèques Java. Donc c'est quand même très très pratique. Donc du coup, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre tuto. Salut!